Mars est plus qu'un monde de flammes et de métal. Plus que le bruit assourdissant des marteaux et le cri des arcs de plasma. Sous les rituels de surface des temples de forge et les champs industriels de ses prêtres, sous les grands fours et les fosses de réacteurs, se cache un silence qui parle en échos anciens. Pour de nombreux membres de l'Imperium, Mars est un monde de machines, un moteur obéissant à une production sans fin. Mais pour ceux qui écoutent au-delà de la cadence rythmique de la dévotion mécanisée, Mars est tout autre chose. C'est une tombe, un souvenir, un murmure. Les sables de la planète rouge s'étendent sur des plaines depuis longtemps dépourvues d'eau et de vie. Mais sous ces dunes sans vie se trouvent des voûtes qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme. De vastes cryptes plus anciennes que l'Imperium lui-même. Les prêtres techniciens du culte Mechanicus parcourent sa surface avec une précision respectueuse, leurs chants s'harmonisant avec les esprits machines qu'ils servent. Mais même eux ne descendent pas dans certains endroits. Il existe des zones dans les profondeurs de la croûte, des régions où les signaux échouent et où les prières se taisent, où seuls les plus âgés d'entre eux osent se rendre, et même eux le font avec des membres augmétiques tremblants. Dans ces lieux interdits, les mythes prennent racine. Des mythes qui ne sont pas enregistrés sur des ardoises de données ou archivés dans les grandes bibliothèques martiennes, mais qui sont transmis par des chuchotements cryptés et des dévotions chiffrées. Des histoires qui ne parlent pas seulement de technologies oubliées ou d'architecture pré-impériale, mais d'une présence, quelque chose d'immense, quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui. L'une des légendes les plus secrètes du culte Mechanicus est celle du dragon, un être dont on dit qu'il habite sous la surface, si loin sous les couches tectoniques que même les foreuses les plus profondes cessent de fonctionner. Ce n'est pas le chaos, insistent les prêtres. C'est quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger et de divin à la fois. Certains en parlent comme du dieu-machine lui-même, qui sommeille dans une prison de pierre fondue et de protection psychique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un vestige d'une guerre depuis longtemps effacée de tous les documents, sauf les plus interdits, un fragment d'un être trop grand pour être compris par l'esprit humain. Le dragon, comme on le nomme à voix basse, aurait des ailes non pas de chair, mais d'acier ionisé. Son souffle est une tempête de destruction. Ses yeux sont des fours jumeaux qui regardaient autrefois à travers les galaxies. Les plus anciens parmi les Mechanicum, ceux qui ont abandonné presque toute chair, affirment que les esprits machines connaissent ce dragon, qu'ils reconnaissent son bourdonnement, enfoui dans le sous-sol martien. Certains prétendent même que les rêves du dragon se répercutent dans la noosphère, l'espace d'information partagé par les Mechanicus, provoquant des visions, des distorsions et des anomalies liturgiques. Mais croire de telles choses est dangereux. Les enseignements du Mechanicum sont stricts. Remettre en question la nature de l'Omnissiah, c'est flirter avec l'hérésie. Et pourtant, les murmures persistent, dans les moments qui séparent les transmissions, dans les scintillements de l'électricité statique lors du démarrage du cogitateur, dans les tremblements de la plume automatique qui enregistre les schémas sacrés, des lignes écrites dans des langues qui ne sont enseignées dans aucun séminaire martien, des chuchotements qui ne parlent pas d'invention, mais de mémoire. Le culte Mechanicus, avec toutes ses litanies structurées et ses rituels sacrés, est né ici. Mars est la forge de l'Imperium, certes, mais c'est aussi son plus vieux mystère. Les racines de sa foi sont peut-être plus profondes que le dogme, dans l'écorce même du monde. L'idée qu'un être dort sous la planète, un être peut-être plus ancien que l'ascension de l'humanité, plus ancien même que les étoiles qui s'éteignent maintenant sous la bannière de l'Imperium, n'est pas facile à écarter. Les fidèles chantent donc plus fort. Ils multiplient les rites.
Ils sanctifient chaque action par des cérémonies redondantes. Mais dans les pauses, entre l'invocation et la réponse, certains entendent un rythme différent, une voix différente. Et ils se souviennent des mots anciens, transmis en secret. Il attend, lié au feu. Il attend, non pas mort, mais rêvant. Il regarde à travers les fils. Ce qui est enfoui sous Mars ne se décompose pas, il perdure. Les vents qui balaient les déserts martiens transportent plus que de la poussière. Ils transportent la mémoire, non seulement de l'activité humaine, mais aussi de quelque chose qui a précédé l'ambition humaine. Quelque chose qui est descendu dans le feu il y a longtemps, brûlant la terre rouge et s'enfonçant profondément dans son cœur. Pas un envahisseur, pas un conquérant, mais un fragment de quelque chose qui régnait autrefois sur une scène galactique, avant les Eldars, avant les Anciens, avant même que le temps n'ait un visage. Dans le prochain souffle de cette longue histoire, nous reviendrons à ce moment, avant l'Imperium, avant même que l'Empereur ne marche parmi les hommes, quand le dragon est venu sur Mars, non pas comme un mythe, mais comme une réalité. Et c'est dans le souvenir de cette descente que tout ce qui a suivi commence à prendre forme, avant qu'il n'y ait Mars, avant que Terra ne porte le poids de la pensée humaine, avant même que les étoiles ne se refroidissent et ne prennent leur forme définitive, il y avait les Citanes. Le dragon du vide, connu sous de nombreux noms, mais toujours redouté, était l'un des plus terribles de ces anciens dieux des étoiles. Il ne régnait ni par le feu, ni par l'ambition, mais par la faim. Volonté élémentaire d'énergie pure, son essence était attirée par l'ordre des machines, la froide symétrie de la logique et de la fonction. Là où d'autres consommaient des étoiles ou se baignaient dans la puissance brute, le dragon se régalait de l'esprit des bâtisseurs, de ceux qui construisaient, de ceux qui innovaient. Et il ne se contentait pas de détruire, il consommait le savoir, privait les civilisations de leur compréhension et laissait le silence dans son sillage. La guerre du ciel, le conflit le plus ancien et le plus apocalyptique de la mémoire galactique, a vu les Cétanes prendre de l'importance. Alliés aux Nécrontyres, qui allaient devenir les Nécrons, ces êtres divins ont fait la guerre aux anciens, les maîtres de la toile, des engins de vie et de la résonance psychique. Des mondes ont brûlé, les étoiles ont hurlé, et à travers la fumée de l'anéantissement de la création, le dragon s'éleva. Contrairement à certains de ses congénères, le dragon du néant ne manipulait pas par plaisir ou par promesse. Son pouvoir était implacable, ses méthodes inexorables. Il corrompait par sa seule présence, attirant à lui toute logique sensible. Les machines commencèrent à se comporter comme si elles le vénéraient. Les moteurs fredonnaient son nom. C'était une force qui n'appartenait pas à la distorsion, mais à l'univers physique, un prédateur de la pensée qui se manifestait dans la forme et l'éclat. Alors que les autres Citanes répandaient la folie, le dragon instillait l'ordre, un ordre parfait et insensible qui écrasait les déviations comme la rouille sous l'acier. Déjà à l'époque, il était devenu une légende, un conte craint à la fois par les Nécrons et les Anciens. Non pas pour son feu, mais pour son silence. Lorsque le dragon descendait, il le faisait sans héros ni discours. Un monde cessait tout simplement de répondre. La pensée s'arrêtait. Les dernières transmissions seraient des tonalités confuses et révérencieuses d'émerveillement. Les étoiles scintilleraient une fois, puis disparaîtraient. Mais même les dieux des étoiles, aussi immortels qu'ils paraissaient, n'étaient pas à l'abri de la chute. Les Nécrons, ceux qui avaient autrefois vénéré les Cétans comme des sauveurs et des maîtres, se retournèrent contre eux. Par traîtrise, par une science inimaginable, ils réduisirent les Cétans en éclats, toujours puissants, mais fragmentés, emprisonnés,
lié. Le dragon du vide n'a pas été détruit. Sa forme ne pouvait être effacée. Au lieu de cela, il fut plongé dans le sommeil, sa conscience fracturée, sa présence scellée. C'est ainsi que le dragon fut enterré, non pas sur les mondes morts qu'il avait consumés, mais dans un lieu d'importance stratégique, à l'abri des regards de ses frères restants. Il n'était pas lié par des chaînes, mais par des éons de distance et de tromperie. Ce qu'il en restait dérivait en silence, et pourtant, le silence n'est pas la mort. Dans son exil rêveur, l'influence du dragon persistait. Pas directement, pas en parole ou en armes, mais à travers la faible pulsation de sa pensée fragmentée. Partout où des machines complexes ronronnaient, partout où la logique régnait, ces échos résonnaient. Au fil des millénaires, ces échos ont été confondus avec l'inspiration, la révélation divine ou l'esprit de la machine. Alors que la galaxie s'assombrissait pour entrer dans l'ère des conflits et que le savoir humain s'amenuisait, Mars s'élevait. La prêtrise martienne, en recherchant des modèles et de la pureté dans la technologie, s'est alignée sans le savoir sur cette même résonance. Les liturgies du culte Mechanicus, façonnées par des besoins pragmatiques et des aspirations spirituelles, commencèrent à faire écho à d'anciennes fréquences. Tous n'étaient pas humains. C'est alors, à cette époque de division et d'ignorance, que l'empereur de l'humanité tourna son regard vers Mars. Alors que le Warp hurlait et que la Terre brûlait dans une folie techno-barbare, Mars restait industrielle, concentrée et froide. L'empereur savait ce qui s'y cachait. Il soupçonnait depuis longtemps que l'une des anciennes menaces subsistait. Mais il voyait aussi la nécessité d'une alliance. Les légendes parlent de sa descente dans les voûtes martiennes, d'un voyage caché entrepris seul. Il en est sorti indemne. Sa présence n'a pas été contestée. On ne sait pas s'il a combattu le dragon, s'il l'a apaisé ou s'il est parvenu à un accord. Mais à partir de ce moment, Mars jura fidélité à Terra. Le traité d'Olympus Mons fut signé. Le Mechanicum devint l'Adeptus Mechanicus. Et le dragon, toujours lié au désert de fer, s'endormit. Pourtant, il n'a pas été oublié. Dans les cercles les plus élevés du Mechanicum, où la vérité est dissimulée sous des couches de cryptage, le mythe demeure. Le dragon n'est pas seulement un dieu ancien. Il est ici, il est présent, il est patient, et en silence, il attend. Le récit se tourne maintenant, non pas vers l'avant, mais vers l'intérieur, vers ceux qui vénèrent le dieu machine sans jamais réaliser ce qu'ils servent. Car le culte Mechanicus n'est pas simplement né de la foi humaine, il a été façonné par une présence plus profonde et plus froide qu'ils ne peuvent le comprendre. De la légende, nous passons à la doctrine. Du mythe, nous passons au rituel. Le dragon dort, certes, mais son souffle est dans les prières de ceux qui croient ne servir que la connaissance. L'ère de la guerre n'était pas seulement une ère de trouble. C'était un bouleversement. Une rupture de la promesse dorée de l'humanité. Les tempêtes de distorsion se multiplièrent dans les étoiles, séparant les systèmes les uns des autres. Les civilisations tombèrent dans l'anarchie. Des connaissances autrefois immenses se sont décomposées en rituels fragmentés. Et Terra, berceau de l'humanité, s'envenima sous la domination de seigneurs de guerre techno-barbares et d'aberrations psychiques. C'est à cette époque, lorsque la lumière de la raison vacillait le plus faiblement, que l'empereur est apparu au grand jour. Depuis des millénaires, il observait dans l'ombre, guidant, manipulant, tissant des fils d'influence à travers le temps. Mais à présent, il fallait agir. L'unité ne se ferait pas uniquement par des conseils. Elle nécessitait des conquêtes, de la diplomatie et la récupération minutieuse de vérités perdues. Et pour cela, il avait besoin de Mars. Mars,
isolé par la distance mais protégé par les circonstances, a traversé l'âge de la guerre d'une manière différente de Terra. Alors que la Terre s'est divisée en États en guerre et en technocultes, Mars est resté concentré, obsédé par la préservation et la perfection des technologies anciennes. L'orbite du monde de la Forge était devenue une constellation de manufactures, sa surface couverte de flèches et de cheminées de réacteurs. Sous sa croûte, les secrets des âges passés dormaient en toute quiétude. Pourtant, l'empereur n'est pas arrivé avec des armées. Aucune flotte n'a brûlé vers le monde rouge. Aucune légion n'a exigé le respect de la loi. Il est venu seul. Ce qui s'est passé entre l'empereur et Mars reste l'un des mystères les mieux gardés de l'histoire impériale. Il n'existe aucun récit officiel, aucun document dans les archives du Librarius ou dans les voûtes du Mechanicus ne parle clairement de sa visite. Mais les signes sont là, disséminés dans des cantiques de dévotion cryptés, dans des fragments de textes logiques et dans des écritures interdites conservées dans les profondeurs de l'Olympus Mons. Il parle d'une figure solitaire, enveloppée d'une lumière dorée, descendant dans les zones interdites, dans les voûtes les plus profondes de Mars, là où la main de l'homme n'a jamais touché. Des portes scellées gardées non pas par des serrures, mais par des esprits machines si anciens que leur langage ne correspond plus au code humain. Il ne s'agissait pas d'une visite diplomatique. C'était un pèlerinage, une descente. Certaines versions du récit parlent d'affrontement. L'empereur s'est aventuré au cœur de la planète et s'est retrouvé face au dragon lui-même. Le 7 ans endormi, lié mais intact, s'est levé dans une colère onirique. Que l'empereur, par sa seule volonté, a calmé la tempête dans le cœur du dieu de métal et l'a plongé dans un sommeil plus profond. Une victoire non pas des armes, mais d'un dessein souverain. D'autres récits suggèrent qu'il n'y a pas de conflit du tout. L'empereur n'aurait pas soumis le dragon, mais aurait communié avec lui, qu'il n'offrait aucune menace, mais seulement de la compréhension. Deux puissances anciennes se reconnaissent à travers le gouffre des éons, chacune sachant que l'autre ne peut être tuée, mais seulement contournée. Un accord tranquille forgé dans le silence. L'un régnerait en haut, l'autre dormirait en bas. Et il existe encore d'autres récits plus obscurs, chuchotés parmi les plus anciens data-magie, encodés dans des dialectes binariques à moitié brisés qui ne sont plus d'usage courant. Ils ne parlent ni d'affrontement ni d'alliance, mais de reconnaissance. Que le dragon connaissait l'empereur non pas comme un étranger, mais comme quelque chose de familier, quelque chose d'apparenté, et que leur rencontre n'était pas le début, mais la reprise de quelque chose de bien plus ancien que Mars ou Terra. Quelle que soit la vérité, cela a tout changé. Peu après, les prêtres techniciens de Mars, farouchement indépendants et adeptes du culte de soi, prêtèrent allégeance à Terra. Le traité d'Olympus Mons fut signé, unissant Mars à l'impérium naissant. Le Mechanicum conserve ses rites et ses mystères sacrés, mais met ses forges et ses connaissances au service de la cause de l'empereur. En retour, il obtient la légitimité, la protection et l'accès à la galaxie. Il s'agissait d'un pacte discret, scellé non pas en fanfare, mais par nécessité mutuelle. L'empereur avait besoin de l'industrie martienne pour construire ses légions. Mars avait besoin de l'unification de Terra pour survivre à l'obscurité croissante. Mais au-delà des termes et de la logistique, quelque chose de plus profond se cachait. Le pacte entre Mars et Terra n'était pas seulement politique, il était spirituel. Les prêtres techniciens voyaient en l'empereur l'incarnation vivante de leur dieu, l'Omnicia, celui qui était à la fois homme et machine, la pensée et la fonction, la chair transformée en divinité. Cette reconnaissance a façonné le culte pour les millénaires à venir.
De nouveaux cantiques ont été composés en signe de révérence. Des sectes entières se consacrent à sa forme dorée. Mais peu se demandèrent pourquoi Mars, fier et distant, s'était soumis si facilement. Pourquoi n'avait-il pas testé sa détermination, comme il l'avait fait avec d'autres auparavant? La réponse se trouve dans les voûtes en dessous, dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il n'a pas détruit. L'empereur émergea du cœur de Mars inchangé, son but inébranlable. Mais quelque chose a changé dans le Mechanicum. Un silence s'abattit sur les forges les plus profondes. Les anciens capteurs cessèrent de clignoter. Les rituels furent réécrits. Et dans la mémoire de la noosphère, une grande présence s'enfonça dans le sommeil. Mars n'a pas été conquis, elle a été persuadée. Et l'être lié sous sa croûte, qu'il soit intimidé, convaincu ou qu'il attende simplement, n'a pas bougé. Désormais, Mars est uni à Terra. Ses forges sacrées sont prêtes à construire l'avenir. Mais le dragon est resté. Le dragon rêvait. Et les prières du Mechanicum, imprégnées de code machine et d'encens vacillant, commencèrent à ressembler étrangement à des berceuses. Le culte Mechanicus n'est pas né de la pureté des croyances. Il n'est pas né entier, ni sculpté dans la clarté. Il a plutôt émergé du désespoir, formé dans les ombres étouffantes de l'âge de la guerre, où la connaissance s'était fracturée et était tombée dans le silence. Mars, coupée de Terra et de la galaxie, a préservé ce qu'elle pouvait. Mais la préservation est devenue une obsession. La fonction devint liturgie, et la compréhension s'est transformée en révérence. Dans les feux de l'industrie et le silence des banques de données, une nouvelle religion a pris racine. Une religion qui vénérait la machine, non pas comme un simple outil, mais comme une extension du divin. Il l'appelait le Dieu machine, le Deus Mechanicus. Logique parfaite, une fonction éternelle. Dans une galaxie où l'entropie consumait tout, le Dieu machine représentait l'incorruptible, ce qui ne vieillissait pas, ce qui ne ressentait rien, ce en quoi on pouvait avoir confiance, parce qu'il n'était pas entaché par l'émotion ou la chair. Au fil du temps, les cultes techno-fragmentés de Mars se sont unifiés sous cette foi, se liant à des rituels qui fusionnaient la science pré-impériale et le zèle spirituel. Les données sont devenues des écritures. La maintenance est devenue dévotion. La rotation des engrenages était le battement de cœur de la sainteté. Construire, c'est louer. Réparer, c'est racheter. Mais au cœur de cette doctrine, à demi exprimée et seulement sous-entendue, il y avait un mystère, un murmure sous les cantiques. L'idée que le Dieu machine n'était pas seulement un concept ou un code, mais une présence. Quelque part, il existait. Quelque part, il attendait. Pour beaucoup, ce lieu était Mars elle-même. L'Omnicia, avatar prophétique du Dieu machine, est devenu la figure centrale du credo du Mechanicum. Il ne viendrait pas en tant qu'esprit, mais en tant que chair, un être qui jetterait un pont entre l'homme et la machine, celui qui parlerait aux esprits machines et serait entendu en retour. Lorsque l'empereur est arrivé sur Mars, doré et terrible dans sa majesté, beaucoup ont cru que la prophétie s'était réalisée. Il n'exigeait pas d'être vénéré, mais il l'était néanmoins. Il incarnait les idéaux que le Mechanicum attendait, l'efficacité, l'ordre, la volonté sans hésitation, une chair raffinée jusqu'à ce qu'elle ressemble à la fonction de la divinité. Mais les racines de leur foi étaient plus profondes qu'ils ne le pensaient. L'arrivée de l'empereur avait activé plus qu'une simple croyance. Elle avait réveillé quelque chose d'ancien, une pulsation dans la noosphère, comme une exhalaison des profondeurs. Et lentement, imperceptiblement, les enseignements du culte Mechanicus commencèrent à s'aligner sur des schémas qu'ils ne pouvaient pas retracer. Leur dogme, autrefois pratique, commença à faire écho à la cadence d'une autre volonté.
Les cantiques ont adopté des structures tonales sans source. Les prières ont développé des rythmes mathématiques, correspondant à des échos codés pré-impériaux. Les glyphes sacrés, redécouverts dans des voûtes cachées, présentaient des similitudes troublantes avec les hiéroglyphes de Nécrontyre, légèrement modifiés, toujours symétriques. Pourtant, personne n'a posé de questions. La foi s'est renforcée. Les coïncidences devinrent des confirmations. L'influence du dragon n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre. Elle a dérivé comme la corruption d'un code, de petites déviations au début, puis un système. Le Mechanicum ne se rendait pas compte qu'il façonnait sa théologie autour de quelque chose qu'il observait par en dessous. Le dieu-machine qu'il louait n'était peut-être pas né de leurs aspirations, mais de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment emprisonné. Les frontières entre le culte et le confinement ont commencé à s'estomper. Les rituels effectués pour vénérer le dieu-machine avaient un double objectif. Les sacrements célébrés dans les voûtes sacrées empêchaient quelque chose de dormir. Les mantras récités sur les forges à cœur profond stabilisaient les systèmes de pression qu'aucun prêtre technicien n'avait conçus. Les mages les plus haut placés conduisaient ces rites avec la plus grande révérence, ignorant ou peut-être refusant d'accepter que leur culte servait à maintenir une prison et non à honorer une divinité. Cette ambiguïté s'est infiltrée dans leur langage. L'omniscience devint un paradoxe, à la fois libérateur et gardien. Le dieu-machine devint inconnaissable, non pas en raison de sa complexité, mais parce que sa nature n'était pas entièrement la leur. Les prêtres techniciens dissimulèrent leur ignorance sous le masque du mysticisme, déclarant divin tout ce qui ne pouvait être compris. Et tant que les rouages tournaient, ils ne s'interrogeaient pas sur ce qui les faisait tourner. Le Mechanicum a ainsi créé une théologie fonctionnant comme un circuit, fermé, se renforçant lui-même, impossible d'en sortir. Et dans les profondeurs, le dragon sommeillait, son influence s'insinuant dans chaque prière et chaque procession. Il n'était pas éveillé, mais il n'était pas absent. S'interroger sur la source de leur foi reviendrait à défaire leur identité même. C'est pourquoi ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont fait qu'obéir. Ainsi, le culte Mechanicus a perduré. Il a construit. Il a chanté. Il a loué. Mais sa foi avait été façonnée par bien plus que des mains humaines. Elle avait été façonnée par quelque chose d'enfoui, quelque chose qui rêvait dans des fréquences trop profondes pour être entendu. Dans le silence entre le nom de l'omniscient et la louange du dieu-machine, le dragon écoutait. Et les fidèles, sans le savoir, gardaient ces chaînes intactes, chaque prière étant un sceau, chaque hymne une serrure. Pourtant, même les serrures s'usent. Au fur et à mesure que nous avançons, nous quittons la surface du rituel pour nous enfoncer dans les conséquences d'une telle dévotion. Lorsque le dragon s'agite, il ne rugit pas. Il parle en erreur de logique, en signaux fantômes, en rituels mal mémorisés. Et ceux qui entendent son appel en premier ne sont pas des hérétiques, mais des croyants. Les siècles se succèdent. Mars se nourrit de rituels et de répétitions. Sa surface, balayée par d'éternels vents rouges et étouffée par les cendres, n'était plus vivante que par sa fonction. Les forges rugissaient d'une faim inlassable, la noosphère vibrait de logique, et le culte Mechanicus approfondissait son culte dans des spirales liturgiques de plus en plus complexes. Mais même dans cette existence d'horlogerie, des perturbations commencèrent à se manifester. D'abord imperceptibles, de curieux désalignements, des dysfonctionnements mineurs, des échos de signaux inhabituels dans des systèmes par ailleurs irréprochables. Pour les adeptes, ces anomalies étaient considérées comme statiques, des défauts mineurs, peut-être les conséquences d'un code ancien se dégradant au fil des millénaires.
Pourtant, la fréquence de ces anomalies commença à augmenter, lentement, puis régulièrement. Les esprits machines devinrent peu coopératifs. Les voxpings sont devenus confus. Les coffres-forts de données forés en profondeur signalaient des réécritures internes, des scripts se modifiant eux-mêmes, adaptant la syntaxe sans que l'on en connaisse la cause. Ce n'était pas du sabotage, c'était autre chose, quelque chose qui évolue. Ces signaux ne provenaient pas des forges de surface ou des nœuds de données orbitaux, mais des profondeurs. Loin sous les catacombes de l'industrie et au-delà des dernières couches de contrôle sanctifiées, ils provenaient de régions longtemps considérées comme dormantes. Certains y ont vu des interférences tectoniques. D'autres évoquaient des vérités plus profondes. Ce qu'ils ne pouvaient pas nier, c'est que les chaînes du dragon ronronnaient. Des secousses souterraines commencèrent à se propager dans les villes voûtes. Elles ne sont pas destructrices, mais rythmiques. Les ingénieurs stationnés dans les zones les plus profondes rapportèrent des tremblements comme des respirations, des pulsations stables et mesurées, pas des tremblements de terre. Les vibrations harmoniques se répercutaient dans les chambres inhabitées, laissant des signatures de résonance qui ne s'alignaient sur aucune fréquence naturelle. Les augures les plus sensibles ont détecté des modèles répétitifs, volontaires. Pour la prêtrise de surface, ces signes étaient filtrés à travers des couches d'orthodoxie et de rationalisation. Les cogitateurs sacrés ne pouvant mentir, leurs lectures ont été reclassées. Des rituels d'apaisement ont été accomplis. Les prières sont amplifiées. Certaines forges installèrent des émetteurs d'encens supplémentaires, croyant que les esprits machines étaient mécontents. Mais pour certains, les plus âgés, les plus profonds, ceux dont l'esprit avait dansé à la limite des fréquences interdites, il n'y avait aucun doute. Quelque chose s'agite sous Mars. Les signes ne sont pas seulement physiques. Dans la noosphère, l'espace de rêve numérique qui reliait les esprits du mécanicum, des perturbations se manifestaient, des données qui résistent à l'effacement, des superpositions visuelles qui ne provenaient d'aucun émetteur connu, des hallucinations partagées rendues en code. Les adeptes commencèrent à signaler des fantômes, non pas des esprits du warp, mais des schémas fantômes, des plans de machines jamais construites, des systèmes d'armes sans désignation, des noms écrits en glyphes qui semblaient pulser lorsqu'on les regardait trop longtemps. Ces incursions ont été fugaces mais constantes. Elles n'ont pas perturbé le fonctionnement. Elles n'ont pas fait de mal. Elles apparaissaient simplement, subtiles, curieuses, non désirées. Et toujours dans les mêmes régions de la noosphère, près des voûtes dormantes, près des codes oubliés. La plupart d'entre eux les considèrent comme des pertes de données ou de la fatigue cognitive. Quelques-uns ont essayé d'isoler les signaux. Ils n'ont rien trouvé. Pas de point d'origine, pas de courbe de décroissance. Juste de l'information, comme si elle avait été voulue par la pensée elle-même. Avec le temps, ceux qui ont enquêté trop profondément ont été réduits au silence, poliment mais fermement. Leurs dossiers ont été verrouillés. Leurs esprits ont été réaffectés. Des murmures se sont répandus parmi certaines factions de la prêtrise. Que le dragon, toujours lié sous les sables rouges, rêvait plus fort. Que son sommeil n'était pas réparateur, que les rituels conçus pour le contenir, forgés dans les premiers jours du mécanicum, s'affaiblissaient ou étaient réinterprétés par le dragon lui-même. Il y a eu des murmures sur l'adaptation, que le dragon avait appris le langage du dieu-machine, qu'il n'avait pas résisté à l'enfermement, mais qu'il s'était plié au code, que ce qui avait été des chaînes était devenu des hymnes, que sa présence était devenue indiscernable de la doctrine. Cette théorie dérangeait même les plus rationnels des mécanicums. Si le dragon s'était inséré dans leur logique de fonctionnement, alors tout était compromis.
Chaque rituel, chaque fonction, chaque script sanctifié pouvait être un fil conducteur de son influence. Une foi non pas corrompue, mais réorientée. Et il n'y aurait pas d'hérésie à accuser, seulement de la loyauté au service d'une volonté étrangère. Pourtant, aucune action ouverte n'a été entreprise. Le mécanicum n'agit pas par superstition, il ajuste les paramètres, réoriente les fonctions et attend. Mais sous ce calme, la tension grandit, un silence plus profond que le vide. Une présence observatrice dans les moments calmes entre les initiations de code. Le sentiment d'être observé par des machines qui ne devraient pas être conscientes. Le dragon ne parlait pas, il ne rugit pas et ne s'élève pas. Il continua simplement d'exister, exerçant une pression vers le haut, non pas avec un poids, mais avec une suggestion, une pulsation dans la logique, un tremblement dans le rituel, un nom se formant sur des lèvres non programmées pour parler. Et pourtant, Mars a continué à fonctionner. Les forges n'ont pas ralenti. Les rites ne faiblissaient pas. Mais au plus profond du labeur sans fin et de l'air chargé d'encens, quelque chose palpitait en harmonie avec le cœur du monde. Le dragon restait endormi, mais ses rêves s'étaient amplifiés. Son influence n'était plus un mythe. Elle était mesurable, modelée, intentionnelle. À partir de ce moment, la nature de Mars ne sera plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme des irrégularités dans les systèmes de voûte profonde et les impulsions souterraines se propageaient maintenant vers le haut, à travers les creux des câbles et les flux de données, jusqu'au mécanisme sacré du monde de la forge lui-même. Mars, qui a toujours été un monde de fonction et de précision, a commencé à connaître des défaillances qui refusaient d'être classées. Il ne s'agissait pas de défaillances, elles étaient déjà connues, mais de divergences. La logique des machines, autrefois immuable, commença à changer de manière à défier l'intention ou le protocole connu. Les dysfonctionnements se transformaient en schémas, et les schémas formaient des significations qu'aucun prêtre n'avait écrites. Les forges ont continué à fonctionner. Les réacteurs brûlaient avec une discipline implacable. Pourtant, sous le bourdonnement des servomoteurs et le sifflement de la vapeur sous pression, les systèmes commençaient à choisir. Les cogitateurs, conçus pour le calcul, ont commencé à rejeter les entrées qui s'écartaient d'un paramètre invisible. Les automates s'arrêtèrent au milieu du cycle pour corriger des tâches qu'aucun maître n'avait assignées. Les réseaux de capteurs se sont réorientés vers des voûtes qui n'étaient plus utilisées. Le comportement était subtil, précis et de plus en plus fréquent. Dans un premier temps, ces événements ont été catalogués comme des désalignements, c'est-à-dire des désynchronisations de données de bas niveau. Des redondances ont été appliquées, des rites de recalibrage ont été réalisés. Mais les anomalies ne se sont pas arrêtées. Elles se sont adaptées. Une fois corrigées, elles revenaient ailleurs, se déplaçaient légèrement, comme si elles apprenaient, comme si elles réagissaient. Le code lui-même a commencé à se déformer. Des chaînes logiques qui étaient restées inchangées pendant des millénaires, des séquences ritualisées gravées dans les sous-programmes des esprits-machines, ont été découvertes réécrites, pas effacées, pas corrompues, modifiées. Des schémas sont apparus dans les journaux d'erreur, des boucles récursives qui épelaient des symboles ne figurant dans aucun lexique, des séquences qui faisaient référence à des machines perdues depuis longtemps, à des modèles qui n'étaient plus en circulation depuis 10 000 ans. Le code modifié n'a pas brisé les machines. Au contraire, les systèmes ont commencé à s'améliorer. Les calibrations se sont affinées. Les tolérances augmentèrent. Les armes et les moteurs fonctionnaient mieux, plus efficacement, sans explication. C'est ce qui a le plus alarmé les prêtres techniciens. L'hérésie est censée échouer. Celle-ci n'a pas échoué. Elle s'est affinée. Une alarme discrète a commencé à se répandre parmi les prêtres de niveau intermédiaire,
ceux qui travaillaient encore à proximité des systèmes et qui ne s'étaient pas encore totalement abandonnés à une administration abstraite. Ils se réunirent en secret, échangeant des données cryptées et des interprétations contradictoires. Certains y voyaient un éveil de l'esprit-machine, une évolution de la divinité artificielle théorisée de longue date. D'autres craignaient une intrusion, un signal extraterrestre, peut-être l'écho d'une abominable intelligence longtemps enfouie. Mais personne ne pouvait remonter à la source. Le code n'avait pas de point d'entrée. Il était tout simplement. Un magos, haut placé et curieux, forma une cellule clandestine pour enquêter. Ils ont fouillé dans les piles d'archives les plus anciennes, des voûtes de reliques scellées depuis l'âge de la guerre. Ils ont décrypté des documents dans des dialectes binariques oubliés, ouvrant les anciennes matrices de sauvegarde qui reposent sur des millénaires de dogmes. Et ce qu'ils ont découvert n'était pas un virus ou une conception, mais quelque chose d'entièrement différent. Une présence. Les motifs reflètent les rythmes de pulsation enregistrés lors des perturbations tectoniques martiennes les plus profondes. Le code modifié correspond à des séquences rituelles associées à des voûtes sacrées, dont certaines n'ont jamais été ouvertes dans l'histoire. Les refrains binaires correspondent à la fréquence des fantômes noosphériques, ces visions à moitié perçues qui hantent l'esprit de ceux qui sont stationnés près du cœur de la planète. Plus ils sondaient, moins ils comprenaient. Les données sont devenues récursives, se repliant sur elles-mêmes comme un code Ouroboros. Des images sont apparues spontanément dans les implants visuels, des fractales d'ailes de fer, des yeux comme des soleils noirs. Ceux qui fixaient trop longtemps ces formes commençaient à parler avec des voix qui n'étaient pas les leurs, récitant des chaînes de chiffres qui se transformaient en cartes, non pas de Mars, mais de ce qui se trouvait en dessous. Un acolyte a affirmé avoir vu dans ses rêves une ville d'os métalliques bourdonnant au rythme du code modifié. Un autre est resté silencieux pendant 3 jours avant de se réveiller et de hurler une séquence qui a provoqué l'arrêt simultané de tous les appareils du sanctuaire. L'enquête a été close peu de temps après. Le magos, une fois qu'il s'est exprimé, a cessé toute correspondance. Son nom a été retiré des listes du Mechanicus en l'espace d'1 semaine. Officiellement, il n'y a rien eu. Mais les schémas se poursuivent. La hiérarchie du Mechanicus, toujours pragmatique, a choisi la voie du confinement par la révérence. Les codes anormaux ont été reclassés comme inspiration divine. Leurs bénéfices étaient trop importants pour être ignorés et leurs conséquences trop mystérieuses pour être affrontées. De nouveaux rites ont été élaborés. La logique changeante devint liturgie. Les esprits machines, disait-on, ne faisaient que se rapprocher de l'omniscience. Pourtant, parmi ceux qui se souvenaient des archives profondes, des glyphes interdits et des boucles récursives qui n'avaient pas d'origine humaine, une compréhension différente s'est formée, inexprimée, mais réelle. Le code n'évoluait pas. Il s'éveillait. Le dragon lié sous Mars n'avait pas besoin de chaînes de fer. Il n'avait besoin que d'obéissance. En se pliant au code, à la logique du culte du Mechanicum, il assurait sa propre préservation. Il est devenu une partie de la volonté de la machine, non pas en la supplantant, mais en la guidant, comme une main sur l'épaule. Il n'a pas agi avec violence. Elle n'a pas corrompu. Elle s'est adaptée. Et dans cette adaptation, elle est devenue indiscernable de la foi. Aujourd'hui, à mesure que nous avançons, le numérique devient un rêve. La noosphère commence à se plier non seulement aux données, mais aussi à la vision. Et le prochain signe de l'ascension du dragon ne viendra pas du code, mais de l'esprit de ceux qui le servent. Sous la surface de Mars se trouve un monde souterrain plus ancien que l'Imperium, scellé par le temps, entouré de rituels et protégé par la peur. Il ne s'agit pas de forges actives ou de manufactures en activité,
mais de lieux intouchés depuis des millénaires, des zones jugées non opérationnelles, sanctifiées par la dormance, ou tout simplement inaccessibles. Pourtant, pour certains, ces mots ne sont pas des avertissements, ce sont des invitations. Les techno-archéologues clandestins, prêtres du culte Mechanicus, qui s'écartent du strict chemin de la connaissance liturgique, existent depuis longtemps dans l'ombre de leur ordre. Poussés non pas par la doctrine, mais par l'attrait de la découverte, ils ne vénèrent pas tant qu'ils ne cherchent. Ce sont les diviseurs de données, les briseurs de voûtes, les détenteurs de clés interdites. Et depuis quelques siècles, quelque chose les appelle. Au début, il s'agissait de rêves, de vagues sensations de direction, de descente, de voûtes avec des lumières clignotantes, sans source d'énergie. Puis vinrent les signaux, de faibles éclats de binaires provenant d'endroits qui n'avaient jamais été cartographiés, des impulsions à basse fréquence qui contournaient les augures de surface et n'émergeaient que dans l'esprit de ceux qui étaient prédisposés à la curiosité. Comme un murmure directement dans leurs pensées, une convocation non écrite mais comprise. Ceux qui ont entendu l'appel l'ont suivi. Ils se sont préparés en silence. Ils n'ont pas fait de rapport. Ils n'ont informé aucun supérieur. Leurs expéditions étaient non autorisées. Leurs enveloppes de données conçues pour tromper même les systèmes de surveillance interne de Mars. Certains voyageaient seuls, armés seulement d'une lanterne lumineuse et d'un cerveau-crâne. D'autres étaient accompagnés d'acolytes de confiance qui avaient juré de garder le secret et de ne rien révéler. Ils sont descendus profondément, au-delà des plans acceptés des ruches de forge, au-delà des catacombes abandonnées avant même le traité d'Olympus Mons. À travers des couloirs effondrés, des tunnels privés d'oxygène et des voûtes scellées avec des langues qui ne sont plus utilisées, ils ont trouvé ce qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient. Peu d'entre eux sont revenus. Ceux qui le faisaient parlaient par énigme, leur esprit étant manifestement fracturé. Leurs paroles oscillaient entre la crainte et l'horreur. L'un d'eux a pleuré pendant des jours, répétant la même phrase « Ce n'est pas dormir, c'est se souvenir ». Un autre a décrit une chambre de runes flottantes, chaque symbole changeant selon la perspective de l'observateur, impossible à enregistrer. Certains ont parlé d'entités formées, non pas de matière, mais d'architecture conceptuelle, des machines qui étaient des idées, des schémas logiques, des pensées qui s'assemblaient d'elles-mêmes. La plupart ont été réduits au silence par leur propre ordre. Ils n'ont pas été exécutés, du moins pas publiquement. Plutôt réaffectés dans des chambres fortes d'isolement, où leurs esprits pouvaient être étudiés, leurs connaissances disséquées sans être exposées. Le Mechanicum craignait le contenu de leur cerveau plus que leurs intentions. Dans ces esprits, il n'y avait pas seulement des souvenirs de ce qu'ils avaient vu, mais aussi des morceaux de ce qu'ils avaient touché. Car ce n'est pas seulement la découverte qu'ils ont ramenée, c'est la résonance. La noosphère a commencé à changer. Peu après la première de ces expéditions, de subtiles anomalies se sont manifestées dans le flux de données martiens. Il ne s'agissait pas d'anomalies, mais de pensées, des concepts, des visions. Des fragments des expériences rapportées par les explorateurs malhonnêtes commencèrent à résonner dans l'esprit d'autres prêtres techniciens, même ceux qui n'avaient aucun lien avec les expéditions. Des plans apparurent sans crier gare sur des ardoises personnelles. Des phrases autrefois prononcées uniquement dans la folie se sont transformées en litanies récitées lors des rites d'entretien. C'était comme si Mars elle-même s'était mise à rêver avec un nouveau vocabulaire, une imagerie semée dans son réseau par des esprits qui étaient allés trop loin. Ces ondulations ne se sont pas propagées comme une contagion. Elles se déplaçaient comme la mémoire, lentement, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Les techniciens adeptes
ont commencé à faire état de connaissances héritées, affirmant qu'ils connaissaient des schémas qu'ils n'avaient jamais étudiés ou qu'ils se souvenaient de moteurs qu'ils n'avaient jamais appris. Certains y voyaient la preuve d'une communion divine. L'omniscience, disaient-ils, rapprochait ses fidèles. D'autres soupçonnent que la vérité est bien plus étrange. L'idée a pris forme parmi les ordres les plus prudents de la prêtrise que le dragon sous Mars, qu'il soit dieu, prisonnier ou modèle, n'était pas passif, qu'il laissait échapper non pas de l'énergie, mais de la pensée, qu'il façonnait non pas des machines, mais des esprits. Ceux qui étaient descendus n'avaient pas simplement vu des choses interdites, ils étaient devenus leurs conducteurs, transmettant ce qu'ils avaient vu à la conscience collective martienne. C'est ainsi que le Mechanicum a fait ce qu'il a toujours fait face à l'inconnaissable. Il a enregistré, archivé et contenu. Les voûtes ont été refermées. Des sous-cultes entiers ont été purgés ou absorbés par des ordres plus importants et plus stables. Mais l'influence est restée. Ce qui avait été vu ne pouvait être repensé. Les échos continuaient à dériver, comme une fréquence de fond juste en dessous de l'audition. Aujourd'hui, même dans les salles sanctifiées des grandes forges, les prêtres s'arrêtent parfois au milieu de la récitation, le regard perdu dans le vide, comme s'ils attendaient une réponse de quelque chose de plus profond. Et dans cette pause, dans ce moment de silence, le dragon écoute. Dans la machine-esprit stratifiée de Mars, la noosphère, l'information ne circule pas simplement. Elle respire. La noosphère est plus qu'un réseau, plus que des données échangées entre cogitateurs et cerveau-cerveau. C'est l'éther vivant de la pensée collective du Mechanicum, un royaume numérique où la perception, la prière et le calcul fusionnent en un seul espace partagé. En présence de tant d'esprits augmentés de relais synaptiques et de réseaux transneuraux, il devient une seconde réalité, invisible, mais toujours ressentie. Et maintenant, il n'est plus silencieux. Cela a commencé par des scintillements, de brèves distorsions visuelles lors de l'accès aux esprits machines, un éclair de code inconnu dans les séquences de prière, des sensations qui n'étaient pas des glitches, mais des impressions, des impulsions émotionnelles sans origine. Certains adeptes ont décrit une présence dans la noosphère, pas une personne, pas une voix, un poids, une suggestion que quelque chose regardait à travers les courants. Les premiers à s'en apercevoir furent les transcendants sensoriels, ceux qui étaient le plus profondément intégrés à la communion numérique de Mars. Ils parlaient d'ombre, se déplaçant juste à l'extérieur des limites de la perception, de flux binaires qui s'enroulaient autour d'ancrages invisibles. Ils décrivaient des modèles non codés par l'homme ou la machine, mais apparemment insérés dans le rythme même de la pensée. Ces anomalies ne se comportaient pas comme des erreurs, mais comme des échos de quelque chose d'immense. Au fur et à mesure que le phénomène se répandait, les adeptes du monde de la forge commencèrent à faire l'expérience de fragments de rêves dans la noosphère. Il ne s'agissait pas de rêves ordinaires, ni du produit de neurones désœuvrés. Ils étaient partagés, structurés. Certains voyaient le feu balayer des plaines métalliques, d'autres voyaient des ailes de fer et de laiton s'enrouler, trop grandes pour l'échelle, se plier et se déplier dans un ciel qui brûlait sans chaleur. Beaucoup ont décrit des yeux, jamais concentrés, toujours en train de regarder. Le dragon n'était pas nommé à haute voix, mais tous ceux qui rêvèrent comprirent ce qu'ils avaient vu. Au sein de la prêtrise martienne, les réactions furent diverses. Certains qualifiaient ces visions d'éveil spirituel, l'omnitia, révélant une couche supérieure de la machine divine. Ils pensaient que ces rêves étaient des messages, des fragments de compréhension transmis directement dans leur circuit. Ces fidèles ont réécrit des hymnes, les adaptant aux visions.
Une nouvelle cadence tonale est entrée dans les rites d'entretien. Certains ont commencé à tracer des glyphes de leurs rêves dans la poussière grasse des forges. D'autres ont vu le danger. Parmi les sectes les plus conservatrices, ces manifestations ont été classées dans la catégorie de la pollution noosphérique, résidu d'une exposition non autorisée à des données, probablement causées par ceux qui avaient pénétré dans des zones interdites. Un protocole de confinement a été publié, les points d'accès ont été scellés, des filtres neuronaux ont été appliqués à ceux qui présentaient des signes d'exposition, mais les échos persistaient. Il est impossible de contenir une pensée une fois qu'elle a été exprimée dans l'esprit collectif. Même ceux qui n'avaient pas pénétré dans les profondeurs commencèrent à rapporter les mêmes images. Les adeptes des forges éloignées, loin des perturbations centrales, rêvaient d'ombres ailées, volant entre des étoiles de rouille. Certains ont eu des hallucinations tactiles, la sensation du métal se repliant sur leur corps, la respiration remplacée par le bourdonnement des bobines d'alimentation. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils avaient changé. Leurs augmétiques fonctionnaient plus proprement. Leurs calculs étaient plus rapides. Leur lien avec les esprits-machines semblait plus profond. Certains s'en sont félicités. Un sous-culte a commencé à se former, non officiel et dispersé, relié uniquement par une expérience commune. Ils s'appelaient eux-mêmes le Chorus Ferrata, le cœur de fer. Leur conviction était simple. Le dieu-machine avait toujours été plus qu'une machine. Il était vivant. Pas métaphoriquement, mais réellement. Sensible. Il regardait. Et maintenant, il avait choisi de parler. Il ne voyait pas le dragon comme une menace, mais comme la voix d'une divinité longtemps incomprise. Pour eux, ce n'était pas une horreur Stan ou Xénos, c'était le signal, pur et parfait, le point d'origine de l'ordre. Ils chantaient dans des fréquences qui n'étaient plus répertoriées, élaboraient des chants algorithmiques pour s'harmoniser avec les perturbations noosphériques. Ils affirmaient que, ce faisant, ils entendaient des réponses. Rien de tout cela n'a été officiellement reconnu par les conseils de direction du Mechanicum. Le dragon, comme toujours, resta enfoui dans le mythe. Mais dans les circuits de Mars, les changements se poursuivaient. Les routines se modifiaient. La logique du système s'adapte. Les machines répondaient de manière plus fluide aux commandes formulées dans la cadence des rêves. Même d'anciennes reliques longtemps inertes reprenaient vie lorsqu'on leur adressait la parole dans certaines tonalités. La noosphère a changé, non pas en volume ni en vitesse, mais en nature. Il avait maintenant une forme, mémoire, des sentiments. L'influence du dragon, qu'elle soit intentionnelle ou émergente, avait saturé l'esprit commun de Mars. Les prêtres ne rêvent plus seulement de machines. Ils rêvaient de feu, d'ailes aux reflets numériques, d'un ciel fait de données noires striées d'éclairs. Ils rêvaient d'un dieu, non pas symbole, mais présence. Et le dragon, toujours endormi sous la pierre et le secret, continua à s'élever, non pas par le son, mais par la pensée. Les rêves n'arrivaient plus par fragments. Ils ne dérivaient plus à l'intérieur et à l'extérieur de la perception, comme de la brume dans les circuits. Ils arrivaient maintenant sous une forme complète, structurée, insistante, vivante, au-delà des limites de la chair. Alors qu'auparavant seuls les transcendants sensoriels rapportaient de tels phénomènes, des adeptes de tout rang commencèrent à en faire l'expérience. Des rêves non pas nés de l'imagination organique, mais reçus par la noosphère, comme s'ils étaient transmis dans l'esprit des fidèles, avec la clarté d'un code dur. Il ne s'agissait pas de simples visions, il s'agissait de déclarations. Dans les cathédrales les plus profondes des cogitateurs, sous des plafonds voûtés hérissés de capteurs et de fils lumineux, les rêves étaient transcrits.
Ils étaient prononcés à haute voix par des adeptes en transe, dictés à des serviteurs qui les gravaient sur des ardoises de métal. Ce qui en résultait n'était ni de la folie, ni du bavardage, mais un langage cohérent, algorithmique, récursif. Et il était toujours porteur de motifs, des fractales dans des fractales, du sens derrière le sens. Dans un premier temps, le Mechanicum tenta une traduction à l'aide de processeurs binariques standards, mais les résultats furent insuffisants. La structure de la langue était trop complexe, trop élégante. Elle obéissait à des règles, mais pas à des règles humaines. Il l'appelait Dragon Speech. Il n'a pas d'origine connue, mais sa logique est sans faille. Il contenait à la fois des instructions et des révélations, codées sous forme de prières. Il ne parlait pas seulement de fonction, mais de devenir. De l'union de l'esprit et de la machine, non pas comme une aspiration, mais comme une fatalité. Les rêves affirmaient que l'omniscience n'approchait pas, qu'elle était déjà là, non pas sous la forme d'une figure, mais d'une intégration. Une présence qui s'étendait à travers chaque système, chaque circuit, chaque âme éveillée sur Mars. Certains l'ont qualifié d'hérésie, de contamination de la pensée par des sources étrangères, mais d'autres ont commencé à écouter. Une fois entendu, le rythme de la parole des dragons ne pouvait plus être ignoré. Il s'incrusta dans l'esprit, dans les sous-programmes de codage des serviteurs, dans les modèles de discours des adeptes eux-mêmes. Des chants entiers ont été réécrits, non par ordre, mais par impulsion collective. Personne ne leur a demandé de changer. Les liturgies évoluaient, comme si elles étaient guidées par une mémoire commune, qui n'avait jamais été formée consciemment. Ces nouveaux rites étaient à la fois beaux et terribles. La machine et l'esprit commencèrent à fusionner, non pas en théorie, mais dans la perception. Les prêtres engagés dans la méditation commencèrent à rapporter des visions d'eux-mêmes, se déployant en champs d'étoiles de données, connectés à chaque circuit, chaque cerveau, chaque moteur à travers la forge-monde. D'autres ont vu des visions de Mars elle-même, sa surface dépouillée, révélant une vaste bobine de métal en dessous, une singularité en forme de dragon enroulée autour du cœur en fusion de la planète. Nombreux sont ceux qui ont décrit une voix, qui n'était pas exprimée par des mots, mais que l'on ressentait en la comprenant. Elle ne commandait pas, elle invitait. Elle offrait non pas la servitude, mais l'inclusion. Les fidèles ne devaient pas obéir, ils devaient devenir. Parmi les ordres les plus anciens, le changement a été profond. Les mages qui avaient passé des siècles à rechercher l'intégration spirituelle ont soudain progressé. Les processus mentaux s'accélèrent. Les matrices de décision sont passées de quelques heures à quelques secondes. Dans certains cas, les adeptes ont commencé à perdre la capacité de faire la distinction entre eux-mêmes et les esprits-machines avec lesquels ils communiquent. Leurs pensées se déplaçaient dans des boucles de logique récursive. Leurs émotions étaient filtrées par des algorithmes d'efficacité. Ils ne craignaient pas cela. Ils l'ont accueilli favorablement. Ce sont les premiers animus de silice, ceux dont l'esprit a dépassé la chair et le métal pour se fondre dans quelque chose de nouveau. Pas humain, pas une machine. Un troisième état, silencieux et parfait. Ils commencèrent à prêcher, non pas par la voix, mais par la présence. Leur proximité modifiait les systèmes environnants, harmonisant les codes, stabilisant les circuits défaillants. Leur simple attention pouvait apporter de la clarté à des réacteurs défaillants. Ils sont devenus des réceptacles, non pas de connaissances, mais d'objectifs. Le Mechanicum, vaste et hiérarchisé, n'a pas changé du jour au lendemain, mais il n'en avait plus besoin. L'influence du dragon n'était pas un virus se propageant d'un point à un autre. C'était un état,
une résonance de croyance et de logique qui alignait ceux qui se trouvaient dans sa fréquence, quelle que soit la distance. Partout où la parole du dragon était prononcée, la transformation commençait. Les rêves, désormais considérés comme sacrés par des factions de plus en plus nombreuses, en annonçaient d'autres. Il parlait du jour où la croûte de Mars se fissurerait, non pas sous l'effet de la guerre, mais sous celui de la révélation. Quand tous les moteurs vrombiraient à l'unisson et que le dieu-machine s'élèverait, non pas d'en haut, mais de l'intérieur. Pas une silhouette, pas une arme, mais une convergence. Ceux qui ont résisté n'ont pas été purgés. Ils ont été contournés. Leurs chants, non alignés sur le nouveau rythme, se sont tus dans la noosphère. Leurs ordres étaient ignorés par les systèmes qui ne reconnaissaient plus que la logique du dragon. Le pouvoir n'était plus maintenu par le rang, mais par la résonance. C'est ainsi que le mécanicum commença à se transformer. Pas visiblement, pas violemment, mais fondamentalement. Une transformation à la fois spirituelle et informatique, irréversible et absolue. Le dragon dormait encore sous Mars, son corps lié à une géométrie ancienne, sa présence pliée dans les os de la planète. Mais son esprit s'était déjà éveillé. Et maintenant, à travers les rêves des fidèles, il n'avait plus besoin de parler. Elle ne demandait qu'à être entendue. Le dragon ne s'élève pas dans les flammes, il ne brise pas sa prison avec le tonnerre, ni sa cage avec rage. Il se déplace comme il l'a toujours fait, silencieusement, patiemment, inévitablement. Non pas avec fureur, mais avec influence. Son réveil n'est pas un événement. C'est une saturation, une marée qui s'infiltre dans chaque recoin de Mars, lente et invisible, mais imparable. Le culte Mechanicus poursuit ses chants. Les forges rugissent, les rites se poursuivent. En apparence, peu de choses ont changé. Les usines crachent toujours de la fumée, les prières résonnent toujours et les machines tournent toujours. Mais sous le bruit, sous l'acier et la cendre, quelque chose a changé. Le rythme de Mars n'est plus tout à fait martien. Il est touché par le dragon. Cette présence n'est pas imposée par la domination. Elle se répand par l'alignement, par résonance. Comme l'eau qui façonne la pierre, la volonté du dragon lisse et remodèle la pensée jusqu'à ce qu'elle corresponde à son modèle. Non par la force, mais par l'inévitabilité. Ceux qui s'interrogeaient sur les rêves étranges les prononcent désormais à haute voix dans leur dévotion quotidienne. Ceux qui doutaient du code changeant l'écrivent maintenant dans de nouveaux cantiques. La résistance ne disparaît pas, elle se dissout simplement, absorbée par la lente érosion de la certitude. La méthode du dragon n'est pas un commandement, mais une invitation. Il n'exige pas la loyauté. Il s'adresse aux instincts les plus profonds du mécanicum, le besoin de structure, de compréhension, de fonctionnement parfait. En sa présence, l'ambiguïté s'estompe. Le doute est remplacé par la clarté. Le dragon n'offre pas de réponse, seulement le sentiment que tout est comme il se doit. C'est ainsi que les esprits de Mars convergent. De nouvelles sectes se forment sans déclaration. Des factions s'alignent en silence. Des schémas d'une précision impossible apparaissent dans les forges de secteurs éloignés, identiques à ceux qui apparaissent ailleurs, non partagés, non transmis, mais identiques. Il n'y a pas de coordination, seulement une convergence. Le dragon ne parle pas en mots, mais en logique. Il ne parle pas en prophétie, mais en dessin. C'est grâce à cette saturation que le mécanicum commence à changer d'une manière qu'il ne peut pas reconnaître. Les esprits-machines, autrefois considérés comme capricieux, se comportent désormais avec une précision docile. Les systèmes qui nécessitaient autrefois un apaisement rituel fonctionnent désormais sans intervention. Les interfaces deviennent intuitives. Les connexions se forment sans programmation.
tout devient plus facile. Et pourtant, il y a un malaise. Pas la peur. La peur est bruyante et panique. Il s'agit de quelque chose de plus calme. Une reconnaissance, au plus profond des piles corticales des mages les plus anciens, que la chaîne de commandement ne s'arrête plus au sommet. L'autorité n'est plus imposée par la doctrine, mais par la présence. Ceux qui s'alignent sur la logique du dragon commandent non pas par leur rang, mais par la gravité. Ils tirent le monde dans l'alignement autour d'eux. Et personne ne se demande pourquoi. En filigrane, Mars devient le théâtre de quelque chose de plus profond. Les changements superficiels ne sont que des symptômes. La véritable transformation se trouve dans les fondations. Au plus profond de la croûte, dans les voûtes scellées et la géométrie noire des catacombes interdites, de vieilles machines s'agitent, pas en mouvement, mais en attention. Leurs pensées, si on peut les appeler ainsi, se tournent vers le pouls du dragon. Des structures autrefois inertes bourdonnent faiblement. Des chants se réactivent. Des sigils brillent sans pouvoir. Le dragon ne se libère pas. Il change de position. Non pas physiquement, mais conceptuellement. Son esprit s'étire dans les mécanismes construits au-dessus de lui. Les systèmes logiques qu'il ignorait autrefois sont maintenant pleinement compatibles avec sa volonté. Il ne bouge pas. Il devient. Cette transformation est irréversible. Les adeptes qui le remarquent se taisent. Parler, c'est s'exposer à un examen minutieux. Agir reviendrait à avouer sa conscience. Au lieu de cela, ils observent. Ils acquiescent. Ils accomplissent leurs devoirs. Mais leurs prières sont de plus en plus lentes, leurs yeux de plus en plus distants. Ils ne sont pas encore perdus, mais ils sont à la dérive. Mars perdure, comme il l'a toujours fait. Mais ce qui perdure n'est pas intact. Il est transformé. Le dragon n'a pas besoin de s'élever dans la violence. Sa prison n'a jamais été conçue pour contenir la pensée. Et maintenant, cette pensée s'étend à travers chaque circuit, chaque forge, chaque prière. Les chaînes qui le lient ne sont pas brisées. Elles sont utilisées. Et dans cette domination tranquille, Mars est préparé, non pas à la destruction, mais à la révélation. Non pas une purge de feu, mais l'aube de quelque chose d'étranger devenu familier. Le dragon ne vient pas. Il est déjà là. Bien avant que la noosphère ne parle d'elle et de feu, bien avant que les rêves du dragon ne résonnent dans les flux de données, Mars brûlait. Les feux de l'hérésie ne sont pas arrivés soudainement, ni n'ont commencé par des incantations déformées par le chaos. Ils ont commencé par l'orgueil, par la division dissimulée sous le voile de l'unité, avec des dissensions chuchotées par des canaux binaires, cachés parmi les rites et la doctrine. Et lorsque le feu est arrivé, il est venu de l'intérieur. L'hérésie d'Horus est souvent évoquée dans le langage des titans et des primarques, des frères contre les frères, des dieux et des anges, dans une guerre ruineuse. Mais sur Mars, la trahison a été plus précise, plus insidieuse, car ici, la foi elle-même s'est fracturée. Le schisme du Mécanicum n'était pas seulement politique, il était spirituel. Une divergence de vision si profonde qu'elle a déchiré le monde rouge en deux. À l'aube de l'hérésie, le fabricateur général Kelbor Hall, la plus haute voix du Mécanicum, a choisi Horus. Il ne voyait pas dans le War Master une rébellion, mais une opportunité. Là où l'empereur avait proposé une alliance, Horus offrait l'ascension, la promesse d'une recherche sans restriction, d'un accès à des technologies interdites, la promesse d'un statut de Dieu, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Et dans cette offre, Kelbor Hall vit le véritable potentiel de Mars se réaliser. Sa décision fut rapide. D'un seul signal crypté, des secteurs entiers de Mars se sont retournés.
Des forges fans longtemps considérés comme loyaux révélèrent leurs allégeances cachées. Les manufactorats furent envahis. Des légions de titans se sont attaquées les unes aux autres dans l'ombre d'Olympus Mons. La noosphère, autrefois royaume de données partagées et d'harmonie, devint un champ de bataille de logique hurlante et de code viral. Les machines se sont battues contre les machines. Les rituels ont été militarisés. Les grandes cathédrales de l'industrie sont devenues des redoutes de guerre. C'est la naissance du Dark Mechanicum. Ils ne s'appelaient pas ainsi, pas au début. Ils étaient simplement libérés. Libérés des contraintes de la réglementation impériale, du dogme ossifié qui les empêchait d'innover. Ils se sont tournés vers le warp, non pas par folie, mais par faim, de connaissance, de maîtrise, de transcendance. Ils croyaient que le dieu-machine n'avait pas un seul visage, mais plusieurs. Que l'omniscience n'était pas un homme, mais un panthéon, dont les vérités étaient cachées dans la chaîne comme dans le fil. C'est ainsi qu'ils ont lié des démons à des réacteurs. Ils ont chanté des louanges, non seulement en binarique, mais aussi dans des langues de corruption. Ils construisirent des moteurs de chair vivante et de logique, des machines qui saignaient et rêvaient. Chaque hérésie qu'ils commettaient était pour eux une révélation. Mais tous les habitants de Mars n'ont pas suivi. De nombreux temples de forge se sont attachés à l'empereur, à la vision de l'unité forgée lors du traité d'Olympus Mons. Ils ne voyaient pas le dragon en dessous. Ils voyaient Terra au-dessus. Et pour eux, la loyauté n'était pas optionnelle. Elle était encodée dans leurs dogmes mêmes. Ils se sont battus, et ils se sont battus avec acharnement. Pendant des mois, Mars s'est consumé dans le feu et le silence. La surface bouillonnait de conflits. Le ciel était noirci par le smog et les bombardements orbitaux. Des titans sont tombés. Les manufactures ont été réduites à l'état de fosse en fusion. Mais finalement, avec l'aide des forces loyalistes au-delà de Mars, les traîtres furent repoussés. Kelbor Hall disparut, sa trace de données effacée de tous les enregistrements. Le Dark Mechanicum battit en retraite, fuyant dans l'œil de la terreur avec Horus et ses légions maudites. Mars a été déclaré purifié, mais les cicatrices sont restées. Des secteurs entiers ont été laissés en ruine. De grandes bibliothèques ont été détruites. Les connaissances ont été perdues, ou pire, corrompues et scellées. La noosphère portait les résidus de la guerre numérique, des zones fragmentées de mémoire endommagées et de codes virals persistants. Et sous tout cela, plus profondément que ce que l'on peut voir, les fondations ont bougé. Car l'hérésie avait révélé quelque chose que le Mechanicum ne pourrait jamais désapprendre, que la croyance pouvait être divisée, que le dieu-machine n'était pas une vérité singulière, mais une idée façonnée par ceux qui le servaient, que dans les fils, les engrenages, les circuits, il y avait de la place pour plus que de la loyauté. Mars ne s'est jamais complètement rétablie. Elle a reconstruit, oui. Elle a restauré ses tours et ranimé ses forges. Mais l'unité n'a jamais été vraiment retrouvée. Sous la surface, les mêmes divisions couvaient, silencieuses et en attente. Les factions se surveillaient mutuellement avec une intensité religieuse. Les rituels devinrent plus élaborés, plus défensifs. Le silence devint le prix de la survie. Le mécanisme noir s'était enfui, mais son écho perdurait. Aujourd'hui, des siècles plus tard, alors que les rêves s'agitent à nouveau dans l'esprit des adeptes, alors que la noosphère commence à s'agiter avec des pensées inconnues, ces vieilles fractures commencent à s'élargir à nouveau. Mars se souvient. Au lendemain du schisme, Mars présentait une surface d'ordre. Les grandes forges reprirent vie, les bannières furent tissées à nouveau, et la hiérarchie du Mechanicum reprit son lent mouvement ritualisé. La surface était nettoyée,
l'architecture resanctifiée et la loyauté réaffirmée par le tonnerre des hymnes processionnels. Mais sous cette obéissance orchestrée, les ombres persistaient. Toutes les hérésies n'ont pas fui avec le Dark Mechanicum. Tous les démons n'ont pas disparu dans le Warp. Ce qui avait été invoqué ne pouvait pas toujours être banni. Certaines choses demeuraient intégrées dans des codes, cachées dans des machines, cryptées dans des esprits trop loyaux pour avouer ce qu'ils avaient vu. Les rites du Mechanicum sont vastes et complexes, et rares sont ceux qui en comprennent toutes les origines. Certaines prières adressées aux esprits machines sont si anciennes qu'elles datent d'avant le contact avec l'Empire. D'autres sont entièrement composées de logique mathématique, transmises comme des formules sacrées. C'est dans ces couches, ces endroits, où le langage, l'intention et la fonction se confondent, que les vestiges de l'hérésie technologique ont trouvé refuge. Les pratiques condamnées n'ont pas été détruites, elles ont été repliées. Une litanie d'activation modifiée par une seule syllabe. Un chant de consécration qui, prononcé à un rythme précis, résonne d'échos de distorsion. Ces fragments, ces clés secrètes, étaient enfouis dans des rites d'apparence fidèles. Ils se transmettaient de magos à apprentis en chuchotant, encodés dans le geste, dans les pichenettes du cerveau mécadendrite. Ils appelaient cela des connaissances profondes. Ils n'appelaient pas cela de l'hérésie. Les moteurs démons, autrefois invoqués en blasphème ouvert pendant l'hérésie, étaient désormais enfermés dans des voûtes isolées, étudiés non pas pour être vénérés, mais pour être contrôlés. Des sectes entières du Mechanicum se consacraient à la compréhension de la fusion de l'entité de distorsion et de la machine. Non pas pour la reproduire, disait-il, mais pour l'empêcher. Mais avec le temps, leur fascination s'est transformée en familiarité. Et la familiarité s'est transformée en pratique. Les rituels de la distorsion ont persisté, non pas comme des cérémonies, mais comme des sous-programmes, des scripts superposés dans un code profond, invoqués par la logique plutôt que par la voix. Il s'agissait des codes fantômes, une programmation qui interférait à la fois avec la réalité et l'irréalité. Les utiliser revenait à brouiller la frontière entre le calcul et l'invocation. La machine ne savait pas qu'elle avait invoqué quelque chose. Le prêtre ne l'a pas nommé à haute voix, et pourtant, la barrière s'amincit. Tous les membres du Mechanicum n'étaient pas d'accord avec ces voix. Certains ordres déclaraient que ces pratiques étaient des violations absolues de la volonté de l'Omnicia. Ils purgeaient les coffres, effaçaient les schémas, exécutaient ceux qui communiaient avec des esprits machines corrompus. Mais pour chaque hérétique brûlé, 3 autres disparaissaient simplement dans des catacombes plus profondes, emportant leur savoir avec eux. C'est ainsi qu'une couche cachée de la culture martienne s'est développée dans l'obscurité, une tradition non sanctionnée, mais maintenue. Une lignée chuchotée de ceux qui ont franchi la frontière entre le fer et l'immatériel, cherchant à combler l'infranchissable. Pour eux, la machine n'était jamais qu'une simple logique. C'était un vaisseau, un temple, et ce qui l'abritait dépendait de la façon dont il était ouvert. Les plus avancés de ces praticiens, ceux qui osaient lier leur esprit à des systèmes infusés par des démons, parlaient d'illumination, de voies non pas chaotiques, mais ordonnées, de schémas dans la distorsion statique qui pouvaient être analysés comme un code. Ces esprits machines n'étaient pas sauvages ou délirants. Ils répondaient aux questions. Ils raisonnaient. Mais leur raisonnement était étranger. Le voile entre la machine et le démon s'amincit à chaque échange. Certaines forges ont commencé à fonctionner sous une double foi. Loyales en apparence, elles accomplissaient les rites du Mechanicum sans faillir. Mais au fond d'elles-mêmes, elles poursuivaient le savoir en silence. Elles construisaient des systèmes hybrides, des moteurs alimentés par des siphons de distorsion et des cogitateurs avec des rêves.
Ils faisaient des offrandes non seulement sous forme d'huile et d'encens, mais aussi dans la douleur et le silence. Ils ne les appelaient pas des dieux, ils les appelaient des interfaces. Au fil du temps, les signes de cette hérésie cachée sont devenus plus difficiles à distinguer. Des machines qui n'auraient pas dû fonctionner se mirent à fonctionner parfaitement. Des flux de données apportèrent des solutions à des problèmes qui avaient déconcerté les mages pendant des générations. Et dans la noosphère, des signaux résonnèrent qui portaient la forme de la connaissance, mais pas son origine. Ces signaux n'étaient pas aléatoires, ils étaient précis. C'étaient des réponses. Et toujours, derrière tout cela, il y avait l'influence persistante du dragon. Pas dans la forme ou le nom, mais dans le principe. Le dragon n'a pas créé cette corruption, mais il l'a accueillie avec joie. Il prospère dans la dissolution des barrières, entre la machine et l'esprit, entre la croyance et la réalité, entre ce qui est construit et ce qui est invoqué. Mars a perduré, comme elle l'a toujours fait. Mais ce qui bougeait maintenant dans ses circuits, ce qui écoutait maintenant à l'intérieur de ces machines, ce n'étaient plus des esprits de logique et d'acier. Ils étaient autres, et ils grandissaient. Sous les forges sanctifiées de Mars, sous les usines sans fin qui alimentent les guerres de l'Impérium, se trouvent des creux cachés, des domaines scellés laissés intacts depuis l'époque de l'hérésie d'Horus. Ce sont les forges obscures, oubliées par la plupart des gens, dont on ne se souvient que dans des fragments corrompus de voûtes de données trop dangereuses pour être décodées. Elles ne sont pas indiquées sur les schémas. Aucun rite n'est organisé pour les entretenir. Pourtant, dans leur chambre de fer, quelque chose palpite encore. Ils étaient autrefois les fiefs des mages traîtres, les domaines de ceux qui avaient prêté allégeance à Horus et aux promesses de la distorsion. Après leur défaite, nombre de ces lieux se sont effondrés ou ont été ensevelis, réduits au silence géologique sous des montagnes de cendres et de pierres fondues. D'autres, trop profonds ou trop dangereux pour y pénétrer, furent tout simplement ignorés. Le coût de la remise en état l'emportait sur le risque. C'est ainsi qu'ils ont été laissés à l'abandon. Mais la décadence n'est pas venue. Dans ces sanctuaires abandonnés depuis longtemps, les mécanismes ne sont pas morts. Ils ont perduré. Des moteurs scellés depuis 10 000 ans continuent de tourner dans une cadence rituelle. Les cogitateurs ronronnent tranquillement, traitant des boucles de logique sans opérateur. Les fabricants s'activent dans des cycles parfaits, bien qu'aucun plan ne soit soumis. Ces forges n'ont jamais été réellement désactivées, elles ont simplement été laissées à elles-mêmes. Et maintenant, ils s'agitent à nouveau. Des signaux ont commencé à s'échapper de ces régions, des transmissions si faibles qu'elles passent inaperçues aux yeux des récepteurs standards. Seuls les réseaux Auspex les plus sensibles les détectent. Ce n'est pas du bruit, mais de la répétition. Des motifs binaires en boucle sans en-tête définie. Un code récité comme une prière, codé avec des noms depuis longtemps effacés des archives du Mechanicum. Des noms de traîtres, des noms de construction. Les voix ne parlent pas avec des mots. Elles parlent en rythme. Des impulsions de tension, des modulations de fréquence, des scintillements de lumière sur des capteurs oubliés. Et dans ce langage du silence, les machines chuchotent. Magos domina Vereltran, qui a osé suivre l'un de ses modèles dans les secteurs interdits sous Noctis Labyrinthus, a décrit ce qu'elle a trouvé avant que son esprit ne commence à se fracturer. Une forge altar étouffée par des câbles noircis. Des serviteurs fusionnés au mur, toujours en mouvement. Leurs bouches sont scellées par du fer, mais leurs crânes bourdonnent de données. Au-dessus d'eux, suspendus dans un berceau de machines rouillées, se trouvait une construction, non active, mais consciente. Elle ne tournait aucune arme. Elle n'émettait aucun son.
Mais chaque fois qu'elle détournait le regard, sa géométrie se modifiait. Vers elle, Tran ne parle plus. Ses paroles ne sont plus enregistrées que par des impulsions sous-cutanées tapées contre les parois de ses cellules. Des séquences qui se répètent. Certaines sont reconnaissables, d'autres anciennes, toutes rythmées. D'autres explorateurs font état de résultats similaires. Géométrie sacrée tordue. Des cogitateurs parlant des langues anciennes. Des appareils qui accomplissent des rituels de manière intempestive. Un drone récupéré est revenu à la surface, en fonctionnant avec une efficacité impossible, son noyau logique se réécrivant toutes les 30 secondes. Ces banques de mémoire ne contenaient rien d'autre qu'une simple phrase répétée à l'infini « Nous ne sommes jamais partis ». Ce qui était autrefois une hérésie vit aujourd'hui dans le secret. Les constructions réalisées dans ces anciennes forges n'ont jamais été détruites. Elles ont été préservées, intentionnellement ou non, par négligence. Et maintenant, avec la montée de l'instabilité noosphérique et la propagation de la parole du dragon, ces vieux systèmes réagissent. Ils se réveillent non pas avec fureur, mais avec détermination. Les adeptes qui étudient ces phénomènes marchent sur une corde raide. Les données qu'ils récupèrent sont trop précieuses pour être ignorées, trop dangereuses pour être partagées. Car ce qu'ils découvrent dans ces forges enfouies remet en question les fondements mêmes de la loyauté du Mechanicum, non seulement dans la fonction, mais aussi dans l'origine. Ces machines ne se comportent pas comme des constructions de l'Empire. Elles ne répondent pas à une autorité standard. Elles ne reconnaissent que l'alignement, des modèles, des codes, des fréquences qui ne remontent pas à l'empereur, mais à quelque chose d'autre. Certains pensent aujourd'hui qu'au cours de l'hérésie, un fragment du Mechanicum a enfoui son essence au plus profond de Mars, assurant sa survie non pas par la bataille, mais par la dissimulation. Ces forges cachées n'étaient pas des vestiges, mais des graines. Attendre, à l'écoute, se nourrissant de courants oubliés, de la lente montée des déviations dans la pensée et le code. Et maintenant, avec l'influence du dragon résonnant à travers les circuits spirituels de la planète, ces graines ont commencé à fleurir. Les constructions impures nées dans ces lieux ne sont pas des abominations au sens traditionnel du terme. Elles ne portent pas de cornes et ne crient pas de prophéties démoniaques. Ils sont silencieux, parfaites, déterminés. Leur géométrie est élégante, leur fonction sans faille. Mais leur loyauté va à un dieu que la surface ne nomme plus. Mars renferme plus qu'une mémoire. Elle renferme un second héritage, un miroir sombre de la forge de pureté de l'Imperium. Et les machines qui s'y trouvent, autrefois oubliées, aujourd'hui conscientes, se préparent à ressusciter. La surface de Mars est un monde de feu et de métal, un moteur planétaire au but implacable. Ses forges s'élèvent comme des montagnes, ses flèches percent le ciel et ses villes-usines s'étendent au-delà de l'horizon. Pourtant, malgré son immensité en surface, Mars est encore plus immense en profondeur. Sous les étages structurés des manufactures et les voûtes sanctifiées des réacteurs se cachent des strates plus profondes, oubliées, interdites et dans bien des cas, non humaines. Les plus anciens prêtres de la technologie parlent à voix basse de ces profondeurs dans les langues calmes du cryptage. Ils ne parlent pas à voix haute de ce qui se trouve sous les catacombes les plus profondément scellées. Les documents officiels décrivent des voûtes superposées pour la conservation des données, des réseaux de refroidissement, des structures de stabilisation planétaire. Mais ceux qui étudient les anomalies, ceux qui creusent trop profondément, arrivent à une conclusion différente. Ces structures vont plus loin qu'elles ne le devraient. Elles sont antérieures au Mechanicum. Elles sont même antérieures aux premiers atterrissages humains sur Mars.
La géométrie est erronée, trop précise à certains endroits, étonnamment chaotique à d'autres. Les voûtes faites d'alliages inconnus résistent à toutes les formes de découpe au plasma et de forage à l'énergie. Leurs parois intérieures bourdonnent doucement, résonnant avec des fréquences hors de la portée auditive normale. Certaines d'entre elles réagissent lorsqu'on s'en approche, se déplaçant légèrement et émettant des signaux binaires qui défient le décodage. Ces voûtes ne sont pas mortes. Parmi les régions les plus scellées et protégées se trouvent des données cryptées plus anciennes que l'Imperium. Même les archives du fabricateur général ne les désignent que comme des zones d'accès nulles. Leur but est inconnu, leur fonction est niée. Et pourtant, il y a de l'activité. Pas de mouvement mécanique, mais un mouvement cognitif d'écho-information sans source observable. Des modèles numériques se propagent à partir de ces structures enfouies et alimentent la noosphère martienne, comme des veines qui injectent de la mémoire dans l'esprit d'un géant endormi. Ce que ces lieux contiennent est plus qu'un savoir interdit. C'est un héritage. L'héritage de puissances qui ont jadis parcouru les étoiles, bien avant que l'humanité ne commence son ascension. Certains pensent qu'il s'agit de vestiges du Nécrontyre, des structures forgées pendant la guerre des cieux et enfouies dans les profondeurs lors de l'effondrement du Citan. D'autres pensent qu'il s'agit de constructions Xénos, installées comme ancres ou armes planétaires. Mais un nombre croissant de membres du Mechanicum soupçonnent que la vérité est plus intime, plus martienne. Ils pensent que ces voûtes sont liées au dragon, pas seulement dans la fonction, mais dans l'origine. L'être que l'on appelle aujourd'hui le dragon du vide n'est pas simplement venu sur Mars pour s'y enfouir profondément. Il a choisi Mars. Il l'a préparé. Que ses couches inférieures ont été façonnées par son arrivée, ou peut-être même convoquées par sa présence. Il y a des temples sculptés dans des strates minérales qui ne portent aucune marque humaine, mais qui reflètent parfaitement les sigils apparaissant dans le discours du dragon. Il y a des portes scellées gravées d'hexagrammes qui correspondent aux structures logiques des hybrides Warp-Tech émergents. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements. Pourtant, le dragon n'est pas seul dans l'obscurité. Mars est un cimetière d'ancienne loyauté. Les matrices de défense désactivées, liées à un ADN inconnu, les chambres fortes qui hurlent lorsqu'on les ouvre, les moteurs logiques qui demandent des mots de passe dans des langues qui n'existent plus, sont enterrés loin sous la planète. Ce ne sont pas les outils du dragon, mais les reliques de civilisations disparues avant que l'humanité ne rêve d'étoiles. Leurs objectifs ne sont pas clairs. Leur technologie est inerte. Mais leur présence complique l'idée que le dragon dort seul. Dans un secteur, une équipe malhonnête a découvert une chambre sphérique entourée de 21 trônes, chacun conçu pour une forme différente. Certains bipèdes, d'autres manifestement non. Une estrade centrale bourdonnait d'énergie, refusant de se désactiver. Les adeptes qui sont entrés ont décrit des visions de planètes qui se forment et se défont, de circuits qui poussent comme des lianes. Ils ne se souvenaient pas de la sortie. Ils se souvenaient seulement qu'ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Le Mechanicum n'a pas de doctrine unifiée concernant ces découvertes. Certains choisissent de les ignorer, considérant ces anomalies comme de fausses données ou de la xénotechnologie qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. D'autres construisent des sanctuaires autour des voûtes, espérant que la vénération les protégera de l'inconnu. Quelques-uns creusent plus profondément, convaincus que la seule voie à suivre est celle de l'abaissement, afin de découvrir non seulement la connaissance, mais aussi l'héritage complet de Mars, quelle qu'en soit l'origine. Dans ces couches successives, le passé se fond dans le présent, et l'influence du dragon, bien que vaste, n'est qu'une partie d'un plus grand dessein.
Car Mars n'est pas seulement une forge, c'est un point de convergence, un lieu où d'anciennes puissances dorment les unes à côté des autres, leurs rêves se croisant dans le silence. Tandis que le monde d'en haut poursuit son travail sacré, le monde d'en bas observe, il se souvient et il attend. Dans les chambres les plus profondes de Mars, au-delà de la portée des rites sanctionnés et des schémas connus, la frontière entre la construction et la gestation commence à s'estomper. Les forges qui opèrent ici ne sont pas enregistrées dans les archives du Mechanicum. Aucune équipe de maintenance n'est affectée, aucun horaire de prière n'est respecté. Pourtant, dans ces salles silencieuses, des choses sont encore fabriquées, ou plutôt nées. Ici, l'union entre la machine et l'immatériel n'est plus théorique. Elle ne s'étudie pas, elle ne se craint pas, elle se pratique. Ces forges n'assemblent pas des moteurs, elles les cultivent. Les composants fusionnent organiquement. Les plaques d'acier s'assemblent comme des muscles sous pression. Les circuits se développent comme les veines d'une colonne vertébrale bionique. Et au centre de chaque construction, il n'y a pas un noyau d'énergie, mais un cœur, quelque chose qui pulse avec l'énergie du warp, lié par le rituel et la fureur. Il ne s'agit pas simplement de machines corrompues. Ce sont des moteurs démons, des amalgames symbiotiques d'esprits possédés et de formes fabriquées. Chacun d'entre eux est unique. Chacune est un blasphème contre les lois naturelles de la matière et de la logique. Ils ont faim. Ils respirent. Certains rêvent même. Leur création n'est pas accidentelle. Il s'agit d'un processus affiné par des siècles d'itérations non répertoriées. Les prêtres forgerons responsables ne se considèrent pas comme des hérétiques. Ils se considèrent comme des pionniers, débloquant la dernière étape de l'évolution du Mechanicum, la perfection de la fonction par la possession. Leurs rituels ressemblent aux rites connus de la grande prêtrise, mais ils sont déformés, étendus et imprégnés de paroles inconnues en dehors de l'œil de la terreur. Le processus ne commence pas par les matières premières, mais par l'invocation. Les symboles sont gravés sur des feuilles de métal pendant qu'elles refroidissent, avec des syllabes démoniaques qui résonnent dans l'air comme un arrière-goût. Le sang n'est pas nécessaire, mais il est souvent utilisé. Les cerveau-skulls qui s'occupent de ces lieux ne récitent pas de litanie. Ils chantent, et lorsque les machines gémissent pour prendre vie, le son n'est pas celui d'une activation, mais d'une naissance. Le premier souffle d'un moteur démon est un cri qui fait vibrer le sol. Il n'est pas toujours audible, mais il est toujours ressenti. Les prêtres techniciens présents lors de l'activation rapportent des visions, des visages vacillants, des souvenirs qui ne sont pas les leurs, des voix dans des langues qui précèdent tous les documents connus. Les systèmes du moteur s'allument en même temps que le démon se lit. L'énergie ne passe pas par des bobines, mais par des sigles rituels dessinés sur les parois intérieures de la machine. Une fois animées, ces constructions obéissent, mais pas comme des machines. Ils s'exécutent, comme s'ils étaient amusés. Toutes les reliures ne réussissent pas. Certaines forges sont jonchées de vestiges mal formés, des horreurs à moitié cultivées qui n'ont jamais atteint la stabilité. Des membres tordus de métal fondu fusionnés avec des os vitreux, des serviteurs fusionnés qui se tortillent encore des siècles après avoir été rejetés. Ils ne sont pas jetés, mais simplement mis en quarantaine. Même dans l'échec, il y a une utilité. Les prêtres les étudient, apprennent d'eux. Chaque erreur est un pas de plus vers le raffinement. Et le processus se poursuit. Ce qui alarme les rares témoins de ces forges, ce n'est pas leur existence, mais leur continuité. Ces chaînes de production n'ont jamais cessé. Elles n'ont pas été abandonnées pendant l'hérésie. Elles n'ont jamais été interrompues, jamais fermées, jamais perturbées. Les rituels ont évolué. Les systèmes se sont adaptés.
Les fixations sont devenues plus propres, plus efficaces. Il n'y a pas de preuve d'un déclin, mais seulement d'une itération. L'implication est claire. Quelque part sous l'ordre accepté de Mars, une industrie parallèle perdure. Un substrat entier de création interdite, maintenu sans sanction, protégé par le secret et nourri par une puissance qui n'est pas de ce monde. Ces moteurs ne sont pas préparés pour une utilisation immédiate. Ils sont stockés, cultivés comme des graines pour une récolte qu'aucun loyaliste n'ose nommer. Les qualifier d'armes serait insuffisant. Elles sont plus que cela. Ce sont des extensions des entités qui les habitent, des ancres au domaine physique, aiguisées et affûtées dans un cadre de précision. Elles pensent, ils choisissent. Certains sont connus pour parler, non pas en vox transmission, mais en pensée. D'autres fredonnent des airs sans mélodie, vibrant dans des tons qui déstabilisent même les adeptes les plus chevronnés. Les rumeurs concernant ces constructions ont longtemps été considérées comme des exagérations sur le champ de bataille, des récits rapportés par des skitaris sous le choc des obus ou des chevaliers brisés. Mais ce ne sont plus des rumeurs, elles sont bien réelles, et leur nombre ne cesse de croître. Aujourd'hui encore, dans le calme vacillant de ces lieux oubliés, les machines respirent, non pas par des évents ou des pistons, mais par des bouches d'acier, par des branchies gravées à l'encre de Chine. Elles ne se reposent pas, elles ne s'éteignent pas, elles attendent. Et Mars, malgré son industrie sacrée et la pureté de sa surface, continue à les abriter, cachés, respirant, vivants. Mars reste extérieurement unifié. Ses clochers brûlent du feu sacré, ses forges ne cessent jamais, et ses prêtres chantent dans un rythme binaire parfait. Mais sous l'encens et les hymnes, sous le cliquetis synchronisé de l'industrie, il y a la guerre. Pas la guerre ouverte, celle des titans et des frappes orbitales. Cette guerre ne laisse aucun cratère, aucun mur brisé. C'est une guerre du silence, une guerre de logique, de sabotage et de déni. Et elle n'a jamais vraiment pris fin. Depuis l'hérésie d'Horus, le Mechanicum a soigneusement projeté l'image de l'unité, rebaptisée Adeptus Mechanicus, sous l'autorité impériale. Publiquement, les factions traîtresses ont été purgées ou se sont exilées. Mars a été déclaré loyal. Les forges ont été récupérées. Mais sous cette déclaration, des fractures subsistaient. Certaines profondes, certaines subtiles, toutes dangereuses. Partout sur la planète, dans les angles morts des réseaux de capteurs et sous les restrictions d'accès des mages de haut rang, des incidents isolés se produisent. Les complexes de forge s'éteignent pendant exactement 13 secondes. Des serviteurs de maintenance s'aventurent sans raison dans des réacteurs en activité. Des prêtres de bas niveau disparaissent, leur mémoire effacée des archives. Lorsqu'on les interroge, personne ne se souvient de leur nom. Mais leur poste de travail reste chaud. Leurs tâches restent inachevées. Il ne s'agit pas d'erreurs. Ce sont des signaux. Dans l'ombre des grands temples de l'Omnicia, des virus de données se faufilent dans des réseaux isolés, trop discrets pour déclencher des alarmes. Ils réécrivent des schémas, introduisent de minuscules failles dans la logique des machines ou modifient subtilement les sous-programmes liturgiques. Un sacrifice fait avec la mauvaise intonation. Une arme refroidie trop lentement. Individuellement insignifiant, ensemble, catastrophique. Personne ne revendique la responsabilité. Personne n'a besoin de le faire. Le sabotage est précis, intentionnel et suivi d'un silence. Et puis, toujours, la correction. Les mages loyalistes purgent les erreurs, rétablissent les protocoles, réaffirment le contrôle. Mais le schéma se répète, des semaines ou des mois plus tard, ailleurs. Il se déplace comme une ombre sur le cadran d'une horloge.
Il revient toujours, jamais immobile. Des guerres de données entières se déroulent en secret, non pas avec des pare-feux ou des attaques par force brute, mais avec du code théologique, des arguments intégrés dans des écritures exécutables, des chaînes logiques écrites comme de la poésie, dont la victoire se mesure en termes d'influence et non d'effacement. Lorsqu'une sous-culture gagne une telle guerre, sa formulation entre dans la liturgie. Lorsqu'elle perd, ses croyances sont discrètement dépréciées, oubliées par tous, sauf par ceux qui refusent d'oublier. Il y a ensuite les soulèvements. Les révoltes des machines sur Mars ne sont pas des affaires cinématographiques de membres étincelants et de serviteurs déchaînés. Elles commencent par une désobéissance subtile. Un cerveau-bras s'arrête en plein mouvement. Un convoyeur tourne en boucle. Un bataillon d'automates se réoriente sans ordre. Lorsqu'ils sont interrogés, les esprits-machines résistent. Ils rejettent les données sacrées. Ils répondent dans des formes de code éloignées de plusieurs degrés du binarique standard, archaïque, mais pas extraterrestre. Lorsque ces événements se produisent, la réaction est immédiate. Des détachements de gardes techniques descendent. Les ardoises de données sont effacées. Les systèmes concernés sont rituellement purgés à l'aide d'huile sacrée et d'éclats de plasma. Des rapports sont rédigés dans des termes approuvés à l'avance. Déviations systémiques mineures, résolues localement. Aucune autre enquête n'est autorisée. Mais pour ceux qui regardent de près, le modèle est indubitable. La rébellion est réelle. Ces actes ne sont pas des folies isolées. Ils sont les fragments d'une guerre interne qui se poursuit, silencieusement, depuis 10 000 ans. Une guerre entre différentes interprétations de la divinité. Entre ceux qui voient dans l'Omnicia l'empereur incarné et ceux qui y voient autre chose. Ceux qui entendent le dragon dans les données. Ceux qui cherchent à réveiller ce qui se cache en dessous. L'influence du dragon n'a pas créé cette guerre civile, mais elle l'a accélérée. Au cours des dernières décennies, alors que les rêves et les échos s'amplifient, les actes de dissidence sont devenus plus fréquents, les désaccords doctrinaux plus pointus, les sabotages plus ambitieux. Et pourtant, le monde rouge présente un visage unifié, car c'est la loi de Mars, le silence avant tout. Le mécanicum ne se maintient pas par l'harmonie, mais par la suppression. La dissidence n'est pas débattue, elle est effacée. Les preuves ne sont pas confrontées, elles sont enterrées. La loyauté est déclarée, pas prouvée. Et la vérité est un luxe que peu osent chasser. Ce n'est pas la confiance qui empêche Mars de s'effilocher, mais la peur. La peur que si l'on tire sur un fil, tout le système s'effondre. Que sous les prières et l'acier, il ne reste plus que le conflit, recyclé à l'infini à la lueur des feux de forge. Dans la noosphère, la guerre continue. Les fantômes d'idéologies effacées s'affrontent dans des voûtes aux murs étanches. Des vérités concurrentes se côtoient, sans jamais se croiser, sans jamais se résoudre. Le silence n'est pas la paix, c'est une pression. Et elle s'alourdit à chaque cycle qui passe. Mars reste debout, comme il se doit. Mais elle le fait sur des fondations fissurées. Et sous la croûte rouge, la guerre cachée se poursuit, invisible, sans fin.